Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de la saison 3 de French Big Ballers, votre podcast traitant de l'actualité des Los Angeles Lakers. Alors que les nuages se dissipent et que la tempête laisse place au calme à l'approche des côtes, il est de bon ton de constater que le navire des Lakers a fait face et sort plus que solide de cette aventure. André Drummond ayant rejoint l'équipage, l'équipe pourra prochainement compter sur le retour d'un Anthony Davis revanchard, peut-être dès le prochain match face aux Dallas Mavericks. Ce sera ensuite aux deux autres membres du Big Three, LeBron James et Jared Dudley, de venir se dégourdir les jambes. Mais sans plus attendre, c'est au tour des deux autres membres du Flop Three d'être introduits. Il crie haut et fort son affection pour Kyrie Irving et Kevin Durant et dirige secrètement le compte fan des Nets France depuis 8 mois. Nas est avec nous ce soir. Salut Clément, salut Adri, salut à tous. Comme d'habitude, ravi d'être ici pour débattre un petit peu. En plus, c'est bien, le pod nous a été demandé assez récemment sur le compte. Donc je pense que ça tombe très très bien qu'on s'en fasse un petit là. Il a regardé en direct le match de samedi soir et pourtant, les Lakers l'ont emporté, sans doute parce qu'il n'a pas live tweeté. Merci Adrien. Adrien, comment ça va ? Ça va. Très content de vous retrouver et tellement fier de connaître enfin un pivot dominant aux Lakers. On va en parler, messieurs, parce que le dernier podcast qu'on a fait, c'était suite à la blessure de LeBron et juste avant la trade deadline. Finalement, pas de mouvement. Il y a eu pas mal de rumeurs autour de Kyle Lowry notamment, mais aucun mouvement au niveau de la trade deadline et plutôt deux signatures en buyout, à savoir André Drummond qui a quitté les Cavs pour venir aux Lakers et Ben McLemore qui a été libéré par les Rockets, qui est arrivé lui aussi aux Lakers un peu plus tard. Messieurs, une petite réaction sur ces joueurs-là ou on attend un petit peu pour démarrer les hostilités ? Non mais on peut déjà avoir une petite réaction sur Ben McLemore déjà avant de parler peut-être du dossier Drummond. On va pas se mentir, hein, c'est pas celui qu'on avait pressenti sur la shortlist à l'époque, faut se dire la vérité. On imaginait plutôt un wing défenseur. Alors peut-être aussi qu'on s'était imaginé, on s'est vu trop beau et qu'on avait vu un cut d'Otto Porter arriver qui n'est finalement pas l'arrivée et Glenn Robinson dont on a finalement plus jamais eu de nouvelles. Mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas trop. Ceci dit. Est-ce qu'on est mécontent aujourd'hui, là, comme ça, plus vraiment à chaud, du coup, avec un petit peu de recul sur la signature de McLemore? Je crois pas, hein. Je pense que ça. Enfin, moi, ce que j'avais retenu de ce joueur, c'était les mixtapes de l'époque des Kings et le fait qu'il nous déchire à chaque fois qu'on a joué les Rockets. C'était ce que j'avais retenu de lui. Et finalement, if you can't beat them, join them, quoi, tout simplement. Hein. Donc, McLemore, pour moi, c'est pas super incohérent. Ça me parle. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était l'ancien futur Ray Allen. Ouais, l'ancien absolument. Qui a fait passer des nuits très sombres aux fans des Kings en se dribblant sur le pied à chaque fois. Ouais. Certains pourront se reconnaître. Adrien, ta réaction sur ces deux signatures ? Surtout sur celle de McLemore, puisque je pense que Drummond, on va en parler un peu plus tard. Celle de McLemore, moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, en fait. Ouais. C'est vraiment pas le poste sur lequel on avait des priorités. Et j'allais dire ce que je disais dans le dernier podcast, c'est que j'attendais de ces matchs-là sans LeBron et AD, qu'on remette en selle les Matthews, KCP, qu'on voit aussi un peu plus de Horton Tucker, et faire intervenir un nouveau membre de la Clutch Family, c'était pas forcément la meilleure chose à faire, parce que ça veut dire forcément qu'on allait devoir l'exposer un petit peu, lui donner quelques minutes, et je vois pas vraiment l'intérêt. Au même titre, si tu veux, qu'un J.R. Smith l'an passé, je vois pas l'intérêt d'un McLemore. Bon, maintenant il est là, s'ils se font dans le vestiaire, tant mieux, mais franchement, c'est pas la grande signature importante du marché des buyouts, qui, oui. Soit dit en passant, le marché des buyouts a été relativement calme. Oui, c'est ça. Si tu fais le bilan, c'était quand même pas exceptionnel. Par contre, il y a eu quelques trades qui étaient sympas. Et je voudrais revenir sur le trade apporté de Lowry, pas tant sur le fait qu'on passe à côté de Lowry, et je pense qu'on fait bien de passer à côté de Lowry. C'est par contre qu'il y avait dans le package, comme disait de notre côté. Visiblement, on serait prêt à envoyer Schroeder qui tarde au point de ne pas pouvoir signer de prolongation. Et donc, on ne connaît pas véritablement les prétentions salariales pour l'an prochain. Et ma foi, le trade de Fournier par les Celtics est quand même très, très intelligent. Et je me dis, c'est dommage. Mais bon, tant pis. Tant mieux. On verra au retour du one-two punch. Ouais. Pour Lowry, il fallait envoyer THT. Et peut-être que le fait d'avoir patienté quand on a vu un petit peu quand on voit plutôt sa progression là sur ces derniers matchs sans LeBron et sans Anthony Davis, finalement c'est quelques matchs ont peut-être donné raison à Rob Pelinka de pas s'être précipité de l'avoir mis dans un package pour rapatrier Kyle Lowry. Je sais pas ce que t'en penses, Adrien. Je suis tout à fait d'accord. Surtout que Rob Pelinka a l'habitude, de sous-coter ou de sous-valoriser la valeur des jeunes joueurs dans ses trades. Donc là, non, c'est très bien qu'il n'ait pas paniqué, entre guillemets, pour simplement un Kyle Lowry. Pour moi, avec THT, tu peux aller chercher beaucoup plus haut.
Ouais, et puis pour finir, c'est le package. Donc tu as parlé de Dennis Schroeder, Adrien, et on parle de THT. C'était pas les seuls à partir, puisqu'il fallait équilibrer en termes de salaire. Et celui qui était pressenti en plus, c'était KCP. Qui à l'époque était peut-être dans une mauvaise passe, mais tu perdrais ton meneur titulaire, ton arrière titulaire et un remplaçant de luxe pour une année de Kyle Lowry, en espérant que celui-ci re-signe à la fin de sa saison à 36 ans, c'est ça? C'est ça. C'est âgé. C'est un pari un peu osé. Que Pelinka n'a pas choisi de faire, donc tant mieux. On s'en félicite. Je suis d'accord. On a 5 ans d'Anthony Davis. Rater la prolongation de THT pour un Lowry vieillissant dont tu dis, tu vois, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaudra et ce qu'il voudra dans un an. Non, c'était trop hasardeux pour faire le deal. On peut continuer vite fait sur ce sujet trade deadline. Monsieur, on fait un petit retour déjà 3 semaines après, mais bon. Au niveau des prétentions salariales de Schroeder, comme tu l'as dit, Schroeder a refusé de prolonger. Ça a été évoqué dans les médias et lui ne s'en est pas caché sur son compte Instagram, en laissant la porte toujours ouverte aux Lakers. Est-ce que tu penses que c'est un souci de montant salarial, puisqu'on lui a proposé environ 21 millions par an, je crois que c'était 84 millions sur 4 ans, je crois, il me semble, l'offre qui était sur la table, ou est-ce que c'est plutôt ce qui est à côté, c'est-à-dire que prolonger cet été lui assure au moins de rester aux Lakers quasiment l'entièreté de la saison prochaine et de pouvoir avoir un petit peu plus d'impact sur les décisions de cet été? Moi, j'ai du mal à lire la vision qu'a Schroeder de lui-même. Ouais, moi aussi. Tu vois, je sais pas à quel point il se voit très, très beau, tu vois. Au même titre que Kuzma, tu vois. Kuzma, à un moment donné, se voyait comme un max player. Bon, il a vite déchanté. Et je me demande si la prochaine free agency ne va pas faire aussi déchanter Schroeder. Parce que selon moi, il y a 30 meneurs qui sont meilleurs que lui dans cette ligue. Il n'a pas le calibre d'être un meneur titulaire dans cette ligue. Même, c'est vrai que je suis méchant, si tu regardes certaines franchises, il y a la place. Ouais. Mais malgré tout, je pense quand même qu'il y a 30 gars qui sont meilleurs que lui pour starter en NBA. Donc, partant de là, est-ce que tu vaux 30 millions à l'année en sortant du banc? Moi, je pense pas. Non, ouais, moi je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense, pour répondre à ta question, Clem, que en fait, à mon avis, la réponse, elle est très vite trouvée. Hein. Il s'imagine peut-être valoir un peu plus que sa cote réelle sur le marché. Et ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que je me rappelle d'avoir tweeté le jour où on a reçu la news qu'il avait décliné le 84 sur 4. C'est bien ça, hein, je crois. C'est 84 sur 4. Ouais. J'avais mis mais il est fou pour l'interrogation. Et alors là les gens ont tous répondu de la même façon que mon tweet, avec le même ton, en mode mais il est complètement malade de refuser une offre pareille aux Lakers avec LeBron et Anthony Davis en plus, parce que c'est pas comme si on lui mettait sur la table un salaire peut-être trop bas pour lui dans une franchise pourrie. Là t'as un projet sportif qui est intéressant. Pour quasiment tout ton contrat, tu es quasiment sûr d'avoir un projet sportif intéressant, une franchise compétitive, bien gérée, etc. C'est pas le cas de toutes les franchises aussi. Hein. Il y a des franchises qui proposent beaucoup d'argent, mais qui sont très mal gérées, et pour lesquelles finalement les joueurs vont se terrer, comme par exemple, j'en sais rien, Melo Onyx, typiquement. C'était un beau contrat pour lui, mais finalement, qui lui a pas servi à grand-chose. Et voilà, donc pour revenir sur ce que je disais, parce que je me suis un petit peu perdu quand j'avais mis mais il est fou lui pour l'interrogation, tous les fans de toutes les franchises étaient d'accord avec nous, quoi. C'était en mode mais il est complètement barge. Donc finalement la cote de Schroeder, c'est pas nous qui de façon subjective la voyons trop basse. Je pense qu'en fait tout le monde s'imagine que Schroeder vaut pas plus que ce qu'il est actuellement. Enfin, alors, pas, voilà. Alors, tu vois, si c'est une question de rôle sportif, je pense qu'il est suffisamment lucide pour savoir qu'il ne fait pas partie de ces joueurs-là dont tu te dis, je le mets à la main, ça va me changer ma franchise. Bah oui. De toute façon, tu prends tout son plan de carrière, il n'a jamais été meneur titulaire, et finalement, là on va en reparler dans les matchs, les seules fois où il se retrouve être meneur titulaire, pour moi, il est un non-impact général. Tu vois, il te met pas dedans, mais c'est pas lui quand même qui te transcende l'effectif dans sa globalité. Après, donc on va juste arriver sur des positions de rapport de force en négociation salariale. Et il est dans la position où se retrouve par exemple un Gobert l'été passé, ou un Marcus Morris, ou un Luke Kennard. C'est-à-dire où la franchise ne peut pas faire autrement que de surpayer, parce que sinon, sa perte ne peut pas être remplacée de toute façon.
Tu vois, donc à la limite, je pense que Schroeder peut aller nous braquer jusqu'à 26, 27, allez, jusqu'à 28 millions. Et les Lakers pourraient se dire, de toute façon, on est obligé parce qu'on ne peut pas le remplacer. Tu vois, à moins de trouver un sign and trade. Mais là, ce serait, à mon avis, encore une fois, très hasardeux. Donc c'est ça, dans le type de rapport qui est en train de se tisser, à mon sens, entre Schroeder et la franchise. Est-ce que justement, alors on va dévier sur des podcasts, je pense, les thèmes de podcasts qui vont suivre à la fin de la saison. On a aussi les cas Caruso et THT à prolonger. Est-ce qu'on peut penser que Pelinka essaiera de conserver les deux, essayer de conserver les deux et laisser partir Schroeder si Schroeder est trop gourmand, un peu comme il avait fait avec Rajon Rondo notamment, qui a pris son petit billet à Atlanta? C'est une possibilité. Après, il faut quand même pas oublier quelque chose, c'est que mine de rien, même s'il est toujours aussi bon, LeBron vieillit et on a vu quand même que lui mettre un bon meneur titulaire, ball handler titulaire dans son équipe, ça lui faisait pas de mal du tout, bien au contraire. Et ça fait pas de mal non plus en Anthony Davis. On voit qu'il y a quand même Schroeder, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, il a quand même des qualités de meneur. Il est plutôt bon ball handler sur pick and roll, il est plutôt adroit au niveau de la passe, il sait trouver les lobes, il a quand même des vraies qualités de meneur. Et ce que n'a pas Caruso, ou du moins en partie, et ce que n'a pas THT, ok, c'est un... Pas encore. Peut-être pas encore. C'est clair. Non, mais ça se débat totalement en plus. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais maintenant, oui. Alors du coup, la question qu'il faut se poser en parlant français, d'un français clair et limpide, c'est est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que THT soit l'option, à dire numéro 2 de ball handling des Lakers dès la saison prochaine? Moi, j'aime beaucoup THT, mais je pense que c'est encore un peu tôt. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais est-ce qu'on serait prêt à parier là-dessus au point de laisser partir Schroeder? Je sais pas, parce que finalement Schroeder, quoi qu'il arrive, si tu lui donnes un contrat assez long, tu peux le bouger parce qu'il est pas vieux, quoi qu'il arrive, il est pas vieux, c'est un joueur qui est quand même relativement régulier, on le voit sur sa carrière. Voilà, des gens voudront de lui tôt ou tard. Donc ce sera pas un mauvais contrat quoi qu'il arrive pour Schroeder, à mon humble avis. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas au max. Ouais, non, mais bien sûr. Tu vois, tu peux pas tu vois de quoi on parle. Après, tout dépend du niveau. S'il te demande, moi je te dis, s'il demande plus de 28 millions, c'est trop. Ah bah oui, non. 28 millions, c'est trop. Et ça peut faire jaser après dans le vestiaire. Mais pour revenir à la remarque de Clément, moi je suis tout à fait d'accord, qui a raison de dire oui, derrière tu as quand même deux meneurs et potentiellement leur donner les responsabilités, même si c'est pas tout à fait les mêmes, mais leur donner les responsabilités ou l'importance qu'a Schroeder dans l'effectif. Moi je dis, réellement ça se réfléchit. Okay. Ça se réfléchit. Et si Pelinka dit tant pis, on ne braque pas les Lakers parce que la franchise a quand même une dignité et parce que derrière ça pousse. Tu dis, ouais, non, c'est dommage. C'est dommage d'avoir fait ce trade-là l'été dernier, alors que tu passes à côté d'encore une saison de Danny Green et de Grant Riller. Mais bon, ça va. Messieurs, est-ce qu'on clôt la partie trade deadline et qu'on attaque un peu sur les matchs qui ont suivi, puisqu'on avait de quoi avoir peur avec un calendrier très très difficile, en tout cas moins facile que ceux de nos concurrents comme les Dallas Mavericks. Quoi? J'ai rien dit. Putain, merde. Mais messieurs, finalement, on sort de cette période de 15 matchs avec un bilan de 7 victoires pour 8 défaites. Il semble accroché à sa 5e place, puisque maintenant on est à 4 victoires devant Portland et 6 devant les Texans précédemment cités. Est-ce que la tempête est passée, sachant que AD doit revenir d'ici quelques jours? Est-ce que c'est bon, on peut souffler un bon coup, on va échapper au play-in? Pour moi, oui. Ouais, ça devrait être fait. Dire merci à nos concurrents d'avoir été sport. Putain, ouais, c'est eux, franchement. Ah oui, c'est eux. C'est eux qui ont bicrave le truc, parce qu'en vrai, le bilan, il est pas famélique. Et effectivement, tu reprends le calendrier des Mavericks et même un peu celui des Blazers, qui est quand même un peu plus compliqué que celui des Mavericks, certes. C'était à eux de nous passer devant. C'était pas à nous de maintenir notre rang, tu vois. Et finalement, on a tenu notre rang, un petit peu quand même. Ça aurait pu être pire. Typiquement, le match contre les Nets, par exemple. Lui, tu vois, typiquement, ça faisait passer déjà de 7-8 à 6-9. Je suis très bon en maths, vous avez remarqué. Mais ouais, on peut remercier nos concurrents. Et moi, je pense que la tempête est passée. Là, avec Anthony Davis qui sera de retour, je pense, au match 1 contre les Mavs ou au pire au match 2, il se pourrait qu'on prenne les deux matchs contre les Mavericks, surtout en plus quand tu vois le niveau de leur Porzingis en ce moment, quoi. Donc ouais, non, moi je pense qu'on a fait le plus dur là. Je me garderai de dire quand même que tu enlèves les deux matchs contre les Mavs.
Ah ouais? Il y a quand même des régularités dans les victoires que l'on a, c'est que tu gagnes à chaque fois contre des équipes qui soit n'ont plus rien à foutre, ou soit parce qu'elles sont décimées. Ou parce qu'un fait de jeu, tu pars du match contre les Nets, même si on est devant, faut pas oublier quand même que Kyrie sort du match, se fait exclure avec Schroeder. Kyrie sort du match. Et tu regardes les games qu'on prend, notamment les derniers, on a quoi? On a le Jazz, mais qui joue sans personne. Tu joues les Hornets, qui reste selon moi, même si c'est une belle équipe, qui reste une équipe qui est très diminuée, toutes leurs options offensives ne sont plus là, ou à part Terry Rozier. Et après on a eu quoi? Bon, les Kings, bon, ça c'est match gratos, donc on prend. Et après on a eu quoi comme genre... Il y a quand même eu, bon, il y a eu les Raptors, tu vois, comme victoire. Et pareil, les Raptors aussi. Les Raptors, c'est quand même une équipe où je fais partie, enfin, je rangerai parmi les équipes décimées. Ouais. Et dès que l'opposition était sérieuse avec des équipes qui étaient dans des spirales de victoire, tu n'as pas existé. Si, les Kings. Ils étaient dans une. Non, mais arrêtez de mettre spirale de victoire et Kings en même temps, ça va pas. C'est antinomique avec la franchise. Ça fait depuis 15 ans, comment dire, qu'ils ont des spirales de rien du tout. Et là, c'est pareil. Enfin, c'est pas parce qu'il y a Fox qui met 30 points par match. À côté, c'est catastrophique. C'est sûr, mais objectivement, ils étaient sur une belle série de victoires au moment où on les bat. Adrien a raison en disant que finalement, on a fait pas forcément le service minimum, mais on a pris les victoires qui étaient importantes et à notre portée. Et c'est tout bénef pour nous, en ayant une excellente défense. Troisième défense pendant cette période, troisième défense de la Ligue. On s'est rassuré un peu sur ça. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de ce côté-là, messieurs? La grande leçon, c'est oui, l'aspect défensif de Vogel, c'est pas usurpé. Bravo à lui. Non, ouais. S'il y a bien une culture qu'il a créée dans cette équipe, c'est ça. C'est la culture de la défense et de la discipline défensive. Mais pour moi, c'est ma grande leçon que je tire là-dessus. Chapeau à lui pour ça. Ouais, moi je suis d'accord. Avec Adrien là-dessus. Franchement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que c'est vrai que offensivement, c'était pas super, c'était pas ouf. C'était irrégulier, quoi. C'est embarrassant. C'est même embarrassant. J'ai envie de te dire, à ce niveau-là, c'est embarrassant. Ouais. Même sans les LeBron quand même, parce que c'est quand même des deux dépositaires du jeu. Hein. Tu le dis même toi souvent en privé. Ils absorbent 65% de tes possessions, quoi, tu vois. Ah oui. Et là, tu vois bien que tu as zéro plan derrière ça. Tu as un plan offensif qui est on va s'appuyer sur les forces de nos superstars, point. Je dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. On a été champion avec ce système-là. Mais tu les enlèves et tu vois ce qui reste, c'est-à-dire rien. Et regarde encore le match hier contre le Jazz. Hein. Il n'y a rien, littéralement rien. Tu ne crées rien, à part des semi-tirs ouverts au périmètre. Et donc, tu joues sur quoi? Sur artiller. Et si tu es dans un bon soir, peut-être que tu peux enlever le game. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu pendant ces derniers matchs. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Les matchs qu'on gagne, c'est quasi unanimement des matchs où on est bon sur notre réussite à 3 points. Ça a franchement été un gros vecteur, hein. C'est notre réussite à 3 points. Si ça fall sur un gros volume, on gagne. Si ça fall pas, on perd. En fait, ça n'a pas été plus compliqué que ça. Hein. Oui, comme tu disais, l'attaque un peu chanceuse parce que finalement, on a un offensive rating de 105.8, ce qui reste très moyen. On est catastrophique à la protection de balles et finalement, on s'en sort sur certains matchs avec une bonne adresse à 3 points. Sur cette période, on est à 36,1% de moyenne avec des hauts et des bas, bien évidemment, mais il y a des matchs qui nous ont sorti de la panade. Les Nets, par exemple, je crois qu'on shoot à plus de 50%, 55%. Les Kings, c'est pareil. On a vraiment eu des gros coups de chaud qui nous ont permis d'assurer un peu plus et de rattraper les conneries qu'on avait en attaque. Moi, c'est un peu ce que j'avais remarqué. Ouais, j'allais te dire, petite stat supplémentaire, grosso modo, 64% des tirs qu'on a réussi à mettre étaient sur des assists. Voilà. Oui. Donc il y avait mine de rien un fond de jeu collectif avec énormément de déchets et la faute notamment à Schroeder à la main qui balançait un peu des ballons un peu partout, mais c'était voilà. On a réussi à s'en sortir un peu comme ça en attaque. Oui, mais c'est pas le seul, tu vois. Kuzma aussi, dont on disait. Non, mais il y a eu des easy. Ce point forward aussi, qui pouvait créer pour tout le monde, non. KCP, parfois, qui prend aussi, qui a des espèces de velléités de création, mais non plus. Gasol, il restait des trucs aussi. Mais qui tente des trucs depuis le banc, quoi, puisqu'on ne le fait plus jouer. Donc, oui, c'est vrai. On peut tenter ce qu'il veut depuis le banc. Hein.
Donc il restait qui? Il restait THT, pour moi qui est vraiment la lueur d'espoir dans l'attaque qui est la nôtre depuis une quinzaine de matchs. Ouais, c'est vrai que pour revenir un petit peu sur THT, avant d'aborder le sujet chaud du jour, le sujet chaud, et ce sera pas la Super League, pour revenir un peu sur THT, on a quand même vu de jolies qualités de scoring du bonhomme, quoi. Et même si ça reste toujours parfois un peu hasardeux sur la sélection de tirs, sur les choix, et le fait des fois qu'on a l'impression qu'il attaque la tête la première et qu'il ouvre pas les yeux et qu'il regarde pas autour de lui, il a quand même de sacrés moves, le gars, quoi. Putain. Après, finalement, c'est sa zone de confort dans la raquette. Il est excellent sur les drives et parfois il tente des trucs totalement barrés, mais avec ses longs bras, ses longs segments, tu vois qu'il a l'habitude. Par contre, ce qui me tue, c'est que il doit tourner à 25% à 3 points et il en a rien à branler. Il tente des step back, il balance dans tous les sens. Et finalement, il s'en sort bien. Sur cette période, il s'en sort pas trop mal. Il s'en sort bien. Sur les 8 derniers matchs, c'est pas mal. J'allais dire. Aux alentours des 40% même. C'est ça. Aïe. Mais bon, on le sait que de toute façon, c'est son point faible à la base. De toute façon. Son point faible est l'endroit où justement son développement va être très important. Parce qu'à partir du moment où il aura un tir solide à 3 points et qu'il pourra conclure les catch and shoot, ça va être quelque chose. Mais il a déjà un jump shot qui est bizarre, franchement. Déjà, je me trouve hyper chanceux qu'on ait pu profiter d'un THT à 40% cette période quand tu vois la qualité de son jump shot, quoi. Quand il tire, tu sens que c'est même pas fait exprès que ça rentre dedans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la courbe du shoot est vilaine. En fait, c'est même pas très flat ou bien très arqué. C'est genre un espèce d'entre-deux où ça n'a aucun sens, quoi. Vraiment, quand ça rentre, c'est des espèces de bombes en fait qui rentrent dans le panier quand il tire à 3 points. Bon, ça rentre pour l'instant, tant mieux. Mais comme tu dis, c'est un de ces gros axes de progression à THT. C'est pareil sur ces fadeaway. Quand ils tentent des fadeaway, ils ont jamais la même courbe. Et c'est tout le temps dedans. C'est impressionnant. Puis une fois sur deux, ils tentent le bank shot. Une fois, ils tentent le tir normal. C'est spécial. Mais bon. C'est vrai que le fadeaway de Gasol est plus élégant que le sien. Ouais. Mais tu vois quand même J'allais lancer un sujet justement, j'allais dire que peut-être que c'est THT est une explication à ces bonnes stats offensives, et bien sûr on a signé quand même Andre Drummond qui a apporté énormément de points sur certains matchs. Est-ce qu'on peut dire que Andre Drummond est le facteur X des Lakers sur cette fin de saison? Ah bien sûr que c'est le facteur X de cette saison. On en parlait il n'y a pas très longtemps entre nous. Une des forces l'an passé, c'était la finition au cercle, puisque en termes de pourcentage à la finition au cercle, on était les premiers de la ligue. Okay. Depuis la blessure de LeBron, on est passé dernier dans le secteur. Bon, grâce à l'impact de Drummond, on est passé à 56% de finition au cercle, ce qui nous amène en étant les deuxièmes plus mauvais de la ligue derrière Orlando. Voilà, c'est ça l'impact de Drummond. Ouais, ça commence bien cette partie sur Drummond. On se faire insulter dans les commentaires. Bon, non mais... Putain, les légumes, ça te donne une énergie, une hargne. Oh, enfoiré. Oh, le véganisme. Waouh. Ça paraissait salé comme sortie. C'est vrai que non, ça va être un peu de ton parce qu'on va retomber dessus. Je pense que le souci, j'allais dire, on a évoqué tout à l'heure le cas de Ben McLemore et vous avez tous les deux dit, c'est une signature sans plus. Ben McLemore arrive comme 14e ou 15e joueur, à savoir, il va se battre avec Jared Dudley, son genou branlant, pour savoir qui aura le dernier tir. Mais il a un rôle de 14e homme et c'est pas trop impactant sur les playoffs qui vont arriver. Le souci avec Drummond, et c'est là où on se bat avec certains, parfois de manière assez véhémente, mais Drummond, certains le décrivent comme un zéro impact et un joueur totalement QI négatif, etc. Et d'autres le voient comme le All-Star qu'il a été il y a quelques années. On essaie de tempérer un peu cette position parce que finalement certains se sont excités. Oui, il a été All-Star. Ouais. Putain. Il me semble. Hein. Tu me le doutes, mais il me semble à Détroit. Hein. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux, il prend des rebonds. Non, mais tout ça pour dire que on essaie de tempérer cette position où les gens évoquent Andre Drummond comme la troisième option des Lakers. Mais il n'y a rien à tempérer. Honnêtement, j'aurais été plus content de recruter Okafor, et je pars de loin en disant ça, parce qu'au moins lui, il a des vraies mains. Tu vois, Jalil, tu parles de Jalil. Ah oui, je parle de Jalil. Non, même pas. Il est dur quand même, je me disais. Non, mais c'est vrai que c'est embêtant. Ce qui est embêtant, en fait,
pour nous par rapport à Drummond, c'est qu'en fait, il a des stats brutes qui vont te faire tourner la tête de n'importe quel, j'aime pas trop dire ce mot, mais de n'importe quel casual, entre guillemets, où les gens s'imaginent que parce qu'il a tourné pendant un bon moment à 17 points et 15 rebonds, ça fait de lui un joueur impactant et de lui une troisième option pour une équipe comme les Lakers. Et bon, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que déjà on voit que, bon, certes il n'y a pas AD, il n'y a pas LeBron, mais déjà ça a bien baissé par rapport à ces statistiques de première option dans des effectifs pourris. Et là je pense notamment à celui des Cavs et à celui de Détroit, parce que même son effectif de l'époque de Détroit et celui des Cavs, il est pour moi moins qualitatif que celui des Lakers aujourd'hui sans AD et LeBron. Donc ouais, j'appuie un petit peu sur ce que dit, je m'appuie un peu sur ce que dit Adrien tout à l'heure. Ce qui est embêtant, ouais, c'est que, et ce que disait Clément aussi, c'est ce qui est embêtant en fait, c'est le statut, si tu veux, du joueur. D'abord transmis par la franchise, parce que c'est vrai que moi ce qui m'inquiète un petit peu, au-delà du fait que les fans se méprennent sur ce qu'est André Drummond, c'est tout le foin qui est fait pour Drummond par la communication de la franchise, qui le met en avant en permanence, que ce soit sur la com d'Insta, de Twitter, etc. Alors moi je comprends pas pourquoi Drummond doit arriver aujourd'hui par la grande porte dans un effectif alors qu'il n'a rien montré dans sa carrière jusqu'ici. Et c'est vrai que bon, ses stats brutes sont ce qu'elles sont, ses stats avancées sont très mauvaises. On en a un peu parlé en public, on en a surtout beaucoup parlé en privé, et comme tu disais Adri, c'est au niveau de la finition au cercle que ça pêche, et tu le vois même au niveau de l'eye test, quand tu vois dans ses matchs avec les Lakers, tu sens quand même que le mec il n'a pas de main, quoi. Il n'a pas de main. Il n'a pas de main, il n'a pas de toucher. Ouais, il n'a pas de toucher, en fait, vraiment il n'a pas de toucher. À 15 cm du cercle, c'est fini. Ouais. C'est fini, il ne peut plus rien faire. Ouais. C'est dramatique de voir ça. Je pense, pourtant, on a vu des pivots qui n'étaient pas doués, mais je pense que même Robert Sacré avait un meilleur toucher sur son hookshot. Ouais. Non, mais oui, mais moi je suis d'accord avec toi, et franchement. À mid-range, il n'y a rien. Alors, ne parlons même pas, sur du spacing derrière la ligne. Non, les gens, c'est pas pour bâcher Drummond, c'est pas pour le plaisir de bâcher un joueur, mais concrètement, il est censé apporter quoi? La meilleure réponse qu'on a aujourd'hui sur Twitter et autres, c'est de dire non, mais attendez que LeBron revienne. Non, mais d'accord, mais n'importe quel pivot est capable de dunker devant un cercle non défendu avec LeBron, ça va. Mais c'est pas pour ça, il me semble, qu'on a recruté Drummond. Parce que si c'était pour ça qu'on l'avait recruté, alors pourquoi on s'est séparé de Maggie? Pourquoi on s'est séparé de Howard, qui avait littéralement ce rôle-là de pur finisseur? Pourquoi? Je sais pas, mais je suis d'accord avec toi en tout cas sur ce que tu dis. En tout cas, pour le volet LeBron, moi, l'espèce de joker, attendez LeBron, attendez AD, oui, comme tu dis, n'importe quel pivot avec Anthony Davis qui va se charger de toute la défense intérieure et de toute la protection du cercle et d'étirer aussi le jeu en attaque, et LeBron qui fait exactement la même chose, n'importe quel pivot est épanoui dans un starting five avec LeBron et Anthony Davis dedans, et donc ça va marcher. En fait, moi j'ai même pas peur que ça ne fonctionne pas avec Drummond, avec AD et LeBron. Ça fonctionnera, c'est quasiment sûr. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement, comme tu dis, sans parler des gens qui veulent le prolonger, alors ça, tu vois, ça c'est là on s'enfonce, tu vois, dans l'abysse, si tu veux, tu vois, mais surtout dans la méconnaissance du cap. Tu veux le prolonger avec quoi, en fait? Mais il y a des gens qui ont espoir, qui ont bon espoir qu'on le garde pour la suite, quoi. Bon, ma foi, c'est un débat. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, comme tu dis, Drummond, finalement, on l'a recruté pourquoi? Je ne sais pas. Après, moi, j'ai quand même bon espoir qu'on dise qu'il va être très utile pour finir la saison régulière, là, les 15 matchs qui nous restent, enfin, c'est ça, les 15 matchs qui nous restent, et qu'on le verra avec beaucoup moins de minutes en play-off, parce que Vogel est quand même quelqu'un d'intelligent. Il a vu la saison dernière que Maggie et Howard en play-off, ça fonctionnait pas. Et je pense qu'il va très vite se rendre compte que finalement, Drummond, ça fonctionnera pas non plus. Et c'est la raison pour laquelle on le verra moins. Et c'est vrai que nous, vu qu'on a montré beaucoup d'amour pour Marc Gasol dans cette saison, une partie quand même fortement méritée, les gens s'imaginent qu'on bâche Drummond parce qu'on est jaloux de Drummond parce qu'il pique les minutes de Gasol. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter d'être des gamins, tu vois, et regarder le truc en face. Non, c'est pas parce que André Drummond est préféré à Marc Gasol qu'on bâche André Drummond. On bâche André Drummond parce que le mec mesure 5 mètres et il tourne à 46% field goal, alors que le seul truc qu'il a à faire, c'est de mettre des paniers, c'est d'être sous le cercle et de mettre les tirs.
C'est du bashing, si tu veux, totalement justifié. Et voilà, enfin, j'ai déjà donné pas mal de clés. Je pense qu'on pourrait y passer des heures, hein, franchement, à éplucher le cas de Drummond, mais voilà, moi, ce qui m'embête... C'est le skill set. Tu vois, c'est ça. Le problème, c'est réellement le skill set. Par rapport au pivot que tu as, qu'est-ce qu'il apporte en plus? Les gens vont te dire, alors du rebond, bon d'accord, ok, et de la puissance. Mais le problème, c'est que la puissance, une fois qu'il est à peine écarté, et quand je dis à peine, c'est pas grand-chose, à peine écarté du cercle, c'est terminé. Sa puissance ne sert plus à rien. Et là, tu peux croiser les doigts pour le fait qu'il ressorte la balle au périmètre. Et là, c'est peut-être le seul point sur lequel je le trouve plutôt surprenant, c'est qu'effectivement, il la ressort assez volontiers, du moins pour l'instant chez nous. Mais quand LeBron va arriver, les moments où il va être récompensé, c'est en transition lorsqu'il va courir. Là, c'est sûr, LeBron va le servir. Ensuite, là aussi où LeBron va le récompenser, c'est s'il a pris position très profondément et que voilà, il a mis son défenseur dans la difficulté. Là, LeBron va le récompenser. Mais bon, il faut avoir les mains quand même pour récupérer les passes de LeBron. C'est pas donné à tous les pivots de le faire. Mais dans la verticalité, tu vois que c'est quand même pas ça. Dans l'intelligence de placement sur le pick and roll, moi je trouve que c'est pas ça non plus, parce que les écrans, ils les posent pas si bien que ça au final. Donc c'est quoi le skill set du bonhomme? On avait avant la signature, je trouve, moi, une hiérarchie qui était claire et qui était somme toute cohérente. Gasol, 10 minutes pour les pivots traditionnels, puisque en défense intérieure, il reste malgré tout encore un des meilleurs pivots de la ligue. Les chiffres sont là, hein. Donc après, battez-vous contre les chiffres si vous voulez, mais les chiffres sont là. Ensuite, on avait Harrell pour faire du pick and roll et pour aller, attaquer le cercle. Et derrière, on avait nos solutions small ball type playoff avec AD et Markieff Morris. Voilà, c'est simple. Donc aujourd'hui, tu amènes Drummond, non seulement tu t'aliènes Gasol, et c'est dommage, hein, tu t'aliènes ton seul pivot de métier qui est capable de proposer du spacing, et en plus tu empiètes également sur le rôle de Harrell. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas que l'on vienne me prouver qu'est-ce qu'il apporte en termes d'armes par rapport à ce qu'on avait déjà, et convainquez-moi là-dessus. Et là, à ce moment-là, je deviendrai pro Drummond. Je pense que les gens ont toujours le souvenir de Javel McGee et Dwight Howard, sans se souvenir d'ailleurs que les deux n'ont pas énormément joué en playoff et qu'il y a des moments où ils étaient totalement benchés. Mais cette idée d'un pivot dominant physiquement en défense, capable de conclure au cercle. Et les gens disaient attendez LeBron et attendez AD pour qu'ils prennent ce rôle. Le souci, c'est qu'il ne l'est pas. Il a les mains actives en défense. Et donc il est pas mal, hein. Franchement, quand il va défendre un peu plus au large, il arrive à intercepter des ballons, mais on le voit. Il y a des moments où il reste bloqué dans la peinture, il ne défend pas le cercle. Et en attaque, ce qui me pose un petit peu de souci. Excuse-moi de te couper, il a des errances. C'est ça. Il a des errances en défense. C'est ça qui est embêtant, si tu veux, tu vois. Il reste en tête de raquette, il ne va pas défendre. Voilà. Tu l'avais dit contre Utah, il y avait une action où Schroeder se fait fumer sur son 1 contre 1 et Drummond reste planté à regarder. Et on avait évoqué... la sélection de shoot, tu l'as dit, Adrien, l'efficacité chez les Cavs et les Détroit, il avait une sélection pitoyable, à savoir il faisait du post-up, de l'isolation, totalement flingué. Il l'est toujours, hein. Il le fait toujours un peu au post-up, pour son passage aux Lakers, 17% de ses possessions c'est du post-up et il est dans le 3e percentile, donc à savoir que 3% des joueurs NBA font moins bien que lui en termes d'efficacité. Moi, ce qui me pose un peu plus souci, c'est qu'on l'utilise beaucoup plus sur pick and roll qu'il le faisait aux Cavs, par exemple. On est passé de 20% de ses possessions qui sont un pick and roll, qui sont relevées, qui sont triés comme pick and roll, alors qu'au Cavs c'était 8% de ses possessions. Mais il est là aussi pitoyable, il est toujours dans le 13e percentile. Et là, c'est ce qu'a dit Adrien, c'est de la pure efficacité, de la finition. Je suis pas sûr qu'il nous apportera en playoff. Tu vois la leçon du match contre New York, le fait de recruter Drummond, ça m'a fait regretter qu'on n'ait pas recruté Nerlens Noel. Oui, un joueur qui se limite à son rôle et qui est efficace dans celui-ci. Et qui est pareil, hein, c'est du rim runner, c'est du pick and roll, de la pure finition. Mais alors là, attention les chiffres, hein. On parle pas de la même chose. Hein. Pour vous dire, pour le moment, en termes de pourcentage dans la restricted area, il y a 2 joueurs qui font moins bien que Drummond dans l'effectif. Donc Drummond est à 52%. Il y a que Jared Dudley et Quinn Cook qui font moins bien que lui. Les autres finissent mieux au cercle qu'André Drummond. C'est assez dommageable. On espère tous que ça remontera, franchement. Mais c'est un non-sens. Il y a combien d'effectifs? Pareil. Venez avec nous sur le terrain des chiffres et montrez-nous une équipe où c'est ton pivot qui a les pires pourcentages de finition au cercle. C'est, je sais pas, aberrant.
Voilà, bon, on espère qu'il nous prouvera le contraire, qu'il nous donnera tous tort et on sera les premiers à reconnaître et à l'encenser si ça se passe bien en play-off. Mais pour le moment, je reste sceptique à cette idée et j'ose espérer que Frank Vogel va continuer sur cette voie comme il avait fait la saison dernière à sélectionner ses pivots selon le match-up et je pense qu'on reverra plus Gasol qu'autre chose en play-off. Mais je pense qu'en fait, la hype Drummond, pour conclure un petit peu chez les gens, excuse-moi, je te coupe Clément, en fait, c'est comme tu disais, à très juste titre, une nostalgie McGee Howard et aussi très clairement une lassitude concernant Marc Gasol, qui est aussi d'ailleurs intimement lié avec cette nostalgie McGee Howard et aussi d'une certaine manière les résultats de la saison dernière avec cette saison. Hein. Franchement, je pense qu'on peut prendre le débat de façon, là aujourd'hui, vu qu'on a beaucoup de recul, de façon avec beaucoup de hauteur. Les gens veulent pas comprendre que c'est compliqué de faire une saison aussi bien que la saison dernière avec toutes les blessures qu'on a eues, mais bon, ça malheureusement tu peux pas le voilà, si les gens veulent pas le comprendre, si les gens veulent faire semblant de pas comprendre, ils continueront de le faire. Mais voilà, donc la hype Drummond, elle est due à son statut de All-Star une fois avec Détroit, des stats bruts qui sont plutôt sexy sur le papier, puisque c'est techniquement sur papier le meilleur répondeur de la ligue, tu vois, avec Capella, effectivement, ça se tape avec Capella aujourd'hui, mais pendant un temps, il l'a longtemps été, tu vois, et donc une lassitude de Marc Gasol et finalement une nostalgie de McGee Howard. Le problème, c'est que tous ces facteurs... Vas-y. Ouais, tout ça en 10 matchs, hein. Non, putain, c'est pas mal quand même. Ouais, non mais oui, carrément. Mais tu vois, finalement, tous ces facteurs combinés font que nous, on a des grosses hésitations sur André Drummond et du scepticisme. Les quelques fois où on le fait valoir sur le compte, on se fait très souvent plus insulter que le contraire. Alors il y en a quand même qui commencent à ouvrir les yeux sur ce qu'on dit et sur la pertinence de nos propos. Mais les gens s'imaginent qu'on l'a pris en grippe pour le prendre en grippe. Non, franchement non. Maintenant, il y a quand même des choses que vous avez citées et que j'ai citées qu'on ne peut pas occulter. Typiquement la finition au cercle. Adri, tu as insisté là-dessus. C'est anormal d'avoir un pivot titulaire qui soit aussi faible proche du cercle, surtout si en plus c'est son seul boulot. Nous, à la rigueur, on ne demande pas qu'il prenne 15 rebonds avec les Lakers. Oui, et que ton outil principal, c'est la puissance physique. Oui. Tu vois, s'il avait un jeu de jambes, enfin, tu vois, des appuis exceptionnels. Il n'est pas si rapide que ça, déjà de 1. Moi, je m'attendais franchement à un pivot ultra athlétique. Il n'est pas si rapide que ça. Quand il est loin du cercle, c'est compliqué de lui faire prendre de l'élan justement cette puissance, il a du mal à l'exprimer quand il est un peu loin du cercle. Il a du mal à attaquer le cercle en fait. Tu te rends compte. Du coup, il va sauter, il va dunker sur les lobes, etc. Mais je veux dire, même en transition, si LeBron voudra le servir, il pourra pas le servir alors que Drummond est à 4 mètres du cercle. Hein. Il faudra qu'il le serve vraiment tout proche du panier pour le lancer sur un dunk. Parce qu'en plus, parce que comme on disait avec assez juste titre, il a pas les mains. Il a pas les mains. Donc tu peux même pas lui demander de courir et dribbler assez vite et dunker vers le cercle. Il est manifestement incapable de le faire. Tous les noms qu'on a cités avaient d'autres mains que ça. Parce que Howard, il a quand même des bonnes mains. McGee, il a des mains gigantesques. Il y a les nombres de ballons qu'il t'a rattrapé de manière aérienne. Même, tu vois, j'ai mentionné le nom du diable, Jahlil Okafor. Mais une des forces de Okafor, c'est d'avoir une très bonne prise de main aussi. Non, Drummond n'a pas ça. C'est vrai que d'un point de vue skill set pur, c'est vraiment pas ouf. Après, le point positif quand même qu'on peut se trouver, et on l'avait un peu dit avec Clément en préambule à l'époque, quand on était encore dans les rumeurs de signature, c'est que bon, il vaut mieux l'avoir avec nous que contre nous entre guillemais. Adrien partage pas ce point de vue, mais cette phrase-là vous appartient à vous deux, hein, pas à moi. Oui, bon, ok. Je la partage avec Clément. On l'a siphonné aux autres. Bon, voilà, c'est l'un des points positifs pour moi de l'opération. Et puis on l'a au minimum aussi, on n'a rien donné pour l'avoir. Encore heureux, tu me diras Adri à juste titre. Mais ouais, t'imagines, en plus, tu donnes THT pour Draymond, quoi. Mais voilà, bon, on l'a eu pour rien. À mon avis, il repartira aussi vite qu'il est arrivé. Et puis voilà, on va dire, espérons qu'il puisse impacter les victoires des Lakers, enfin qu'il puisse impacter les Lakers pour ces matchs de saison régulière restante et que Vogel soit conscient de ce qu'il est en train de faire, arriver en play-off. Parce que moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on pourrait très, très, très vite sombrer en play-off si on décidait de le faire beaucoup jouer, quoi. Moi, j'ai peur de sombrer en play-off. Autant on s'interrogeait, à juste titre, sur Harrell à l'époque, en début de saison, sur son utilité en play-off, autant Drummond, donc autant il y avait du scepticisme justifié sur Harrell,
autant Drummond, là, c'est scepticisme fois 1000, quoi. Imagine que Rudy Gobert qui s'est déchiré pour son rôle en playoff, alors que le mec, c'est de loin le pivot, l'intérieur le plus impactant en défense sur la saison régulière, et qui mérite son défenseur, encore son titre de défenseur de l'année. Absolument. Et alors, si lui se fait attaquer en playoff, alors qu'est-ce que ça va être de Drummond? Oui. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Et puis d'ailleurs, tu as mentionné l'exemple de Gobert, mais franchement, c'est pas le seul qui souffre de ces comparatifs. Hein. Donc c'est clair. Et là, puisque vous êtes arrivé sur le chemin des pivots, enfin sur le terrain des pivots, le premier argument de Drummond, c'est que c'est un pivot physique, pas athlétique. Il est physique. Oui, il est physique. Quand on regarde les matchs où il s'en est bien sorti, c'est face aux Nets et face au Jazz. Donc à savoir face à LaMarcus Aldridge et face au Jazz où il n'y avait ni Rudy Gobert ni Derrick Favors. Dans les autres, il n'y avait pas de pivot, il y avait Royce O'Neal, mais c'est à peine un pivot. Et Ersan Ilyasova. Ersan Ilyasova. Et c'est-à-dire que sur tous les autres match-ups pour le moment, il s'est fait casser la gueule. Il s'est fait dominer par son adversaire, que ce soit en attaque ou en défense. Il s'est fait quand même, pour te faire lourder par Biyombo, à un moment donné, il faut avoir un petit peu de dignité, quoi. Je veux dire, je suis désolé. Même les Knicks juste avant. On en rigolait ensemble parce qu'il y avait un tweet de quelqu'un qu'on suit avec le compte, pour tout vous dire, qui avait, après le match, je sais plus qui ont joué contre les Nets, voilà, et qui explique, donc c'était le match après les Nets, et il disait en gros que les deux matchs suivants c'était face aux Knicks et aux Hornets, et du fait de leur stat intérieur, Drummond devait les manger tout cru. Ça s'est pas vraiment passé comme il avait espéré, c'est-à-dire qu'on s'est fait manger il s'est fait manger par Nerlens Noel et Taj Gibson lors du premier match, et par Biyombo derrière. Voilà, il n'y avait pas de différence avec Biyombo et Cody Zeller derrière face aux Hornets, donc assez compliqué pour lui. Non, vraiment, même dans le match-up face au Heat, parce que finalement il finit avec, je sais plus, il doit finir en double-double face au Heat, il doit marquer 15 points, un truc comme ça, mais quand tu le regardes dans son match-up pur face à Bam Adebayo, c'est pareil, c'est logiquement l'avantage de Bam Adebayo, donc il n'y a pas d'apport de ce côté-là de cette physicalité. Non, il se fait manger, c'est assez terrible. Donc bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, vraiment, j'espère qu'il nous prouvera, qu'il nous donnera tort, et que voilà, on le félicitera pour ça. Mais pour le moment, il y a vraiment beaucoup de drapeaux rouges pour les playoffs qui se profilent. Et même pour la saison régulière, il y a des drapeaux rouges aussi. Bah ouais, je sais pas. Ramener Gasol sur le terrain, mince. On l'a vu cette nuit. C'est le profil. J'allais dire, j'en ai parlé de Marc Gasol, mais cette nuit face au Jazz avec Rudy Gobert, c'est le profil typique du pivot que tu dois avoir sur le terrain. Donc c'est pas forcément Marc Gasol, ça sera peut-être Markieff Morris, ça sera peut-être Anthony Davis, ça sera certainement même Anthony Davis en playoff qui aura ce rôle de 5 et tire et qui pousse Rudy Gobert à arrêter ses drops. Mais non, pour le moment c'était pas le match-up pour André Drummond. Voilà. Messieurs, est-ce qu'on passe au top et au flop sur cette petite période de 15 matchs ? Ouais. Allez, qui veut commencer ? Vas-y toi Clément. Non, vas-y Adrien sur... D'accord, mon top, sans surprise, Alex Caruso. Ouais, j'adore ce joueur. Il est ouf. Non mais il est ouf. C'est une question. Vas-y. Non, je crois que c'était mon coup de cœur déjà de l'an passé, mais c'est un joueur, il est incroyable. C'est le pendant défensif de JC. Tu lui mets n'importe quel rôle, tu lui mets n'importe quel line-up, et t'as le même rendement, t'as la même envie, t'as la même intelligence défensive. Et en plus, maintenant, il commence à mettre des 3 points. Alors, non. Prendre combien cet été ? Pour moi, il doit prendre le maximum auquel il doit prendre. Il peut prétendre chez les Lakers, c'est-à-dire 10 millions. Et on doit lui envoyer les 30-40 millions sur 3 ou 4 ans. Enfin, selon moi. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on le garde, Caruso. Ah oui, ça ferait mal de le voir ailleurs. Quoique après, c'est pareil, il pourra peut-être espérer un rôle de titulaire avec un meneur dominant. Je pense aux Mavs par exemple. Enfin, juste voilà. Bon, bref, on verra. 10 millions, ce serait bien, en tout cas. Donc, Alex Caruso, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Adrien, ou pas sur ce... Non, vraiment pour l'ensemble de sa trajectoire, encore une fois, et il le montre sur l'absence du one-two punch, lui ne déçoit pas, lui montre au contraire qu'il est prêt, quelle que soit l'opposition et quel que soit le rôle qu'on lui demande d'avoir sur le terrain. Nas, à toi de choisir. Moi, j'imagine que je te volerai le tien si je dis KCP, du coup. Ouais, j'en ai 2 autres. Vas-y, prends KCP. En fait, non, moi, j'avais pas envie de prendre KCP, justement. J'avais envie de prendre quelqu'un sur un petit sample, probablement que je me ferai un truc dans les commentaires, mais j'avais envie de dire Alfonso McKinney. Vas-y. Ah oui. Oui. Non, mais il a raison. Je me disais, j'étais plus hypé par les performances de McKinney que par la signature de McLemore, tu vois, donc c'est... Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est très exotique, hein. C'est très exotique. On parle d'un joueur qui tourne à 6 minutes de moyenne sur la saison. Mais j'étais
fortement impressionné par les capacités athlétiques du bonhomme. Et je suis d'ailleurs un peu surpris finalement que nous qui étions à la recherche justement d'un wing athlétique et potentiellement défenseur en vue des playoffs sur quelques minutes, sur des rotations. Je suis un peu surpris qu'on l'ait pas un peu plus testé finalement, même si on est bien d'accord, il y a beaucoup de monde dans la rotation, il y a un roster étoffé et que tout le monde ne peut pas forcément avoir des minutes. Mais moi, là, McKinney, j'ai bien aimé. C'est athlétique, ça prend bien du rebond, ça étire le jeu. Et sur les quelques minutes qu'on a vues, j'étais fortement impressionné. Franchement, j'ai kiffé. Voilà. Ouais, on en parlait en privé, mais si les Lakers peuvent le prolonger au minimum sur 1 ou 2 saisons, ouais, grave. Bon choix en tout cas, en tant que. Grave. Alors, j'en ai 3. Je vais partir sur celui que tu as cité, c'est KCP. KCP qu'on avait déchiré volontairement puisque monsieur était en perdition et tout va bien, on shoot finalement messieurs, 45% à 3 points sur les 15 derniers matchs, donc 12 points par match quasiment et 45% de tirs à l'extérieur, donc il prend des coups de chaud. Voilà, rien à rajouter sur KCP qui sort un peu la tête de l'eau. Et au meilleur moment. Toujours très difficile de juger ce joueur quand même. Ouais, putain, c'est très difficile. Ouais. Il passe de ton trou noir en attaque à d'un coup le joueur qui va faire la différence et qui devient essentiel dans une équipe drivée par LeBron. Ouais, c'est assez impressionnant. Mais mine de rien, 42% 3 points sur la saison, c'est sa meilleure saison régulière de sa carrière, avec toujours un bon volume de 4 shoots à 3 points par match, ce qui est quand même vraiment pas mal. Non, mais il finira par devenir un 3&D un jour, hein, c'est pas exclu. C'est clair. Putain, je suis mis par référence. Pour les initiés, seuls les initiés du podcast la comprendront. Non, ouais. Ouais, KCP, ça se tient. Messieurs, un flop. Ah oui, flop, c'est vrai que j'avais oublié. Vas-y, Adri, allez, vas-y, dis-le. Non, mais non, je vais pas le dire. C'est bon, trop tôt, en vrai. C'est trop tôt. On l'a déchiré pendant un quart d'heure, donc j'ai pas envie, si tu veux, de flopper. C'est difficile, hein. C'est difficile. Mais allez, tiens, je vais dire Schroeder, voilà. Schroeder. Ouais. Pas parce qu'il est particulièrement mauvais, pas pour ça, mais parce que sur ce moment précis, critique, où j'attendais que ce soit lui qui drive l'équipe, qui prenne un rôle de prime importance, il y a qu'un seul match où je l'ai trouvé avoir ça, donc c'est la fin de match contre le Jazz. Mais à part ça, je suis pas plus emballé que ça par le joueur qu'il aurait pu être. Donc je vais dire Schroeder. Mais c'est pas parce qu'il est très très mauvais, c'est juste parce qu'il est pas très très bon. Ouais, moi Kuzma, pour un peu les mêmes raisons que tu as dit pour Schroeder, il est pas particulièrement mauvais, mais il est pas. Je l'avais mis dans mon dernier top, dans mes souvenirs, et là je sais pas pourquoi, il a une période de moins bien. Après, je pense qu'il est pas non plus verni par l'offense, par l'attaque absolument inexistante en l'absence de LeBron. Je pense que lui, ça va être le joueur qui va revenir quand il sera sur le parquet avec LeBron, qui reviendra bien quand il sera sur le parquet avec LeBron. Mais ouais, Ouais, mais tu réponds au problème. C'est que quand lui, il a pas son 3 points, il a pas grand chose à proposer. Il a pas grand chose, ouais. Ouais, puis là, franchement, les joueurs se suivent et se ressemblent pour Kuzma, quoi. Je sais pas alors, quoi dire. Pour le coup, hier, il sort un plutôt bon match. Ouais. Pour le coup. C'était vraiment varié en attaque. Il s'est bien amusé. C'était l'un des seuls qui arrivait à approcher les cercles et à passer par-dessus Rudy Gobert. Donc c'était nickel. Mais bon, comme vous le dites, c'est assez irrégulier pour le moment. Ouais, c'est irrégulier. Voilà, c'est pas mauvais, mais c'est irrégulier. Il y a des bons moments et il y a des moments vraiment pas terribles, quoi. Très bien. Et moi, je vais continuer avec. Alors, j'aurais pu dire Wesley Matthews, qui est toujours en perdition. Oui. C'est terrible. Justement, la comparaison avec KCP est d'autant plus cruelle pour lui. C'est-à-dire que KCP, quand il prend le ballon maintenant, moi, je vois le tir dedans. Matthews, quand il prend le ballon dans les mains, tu te dis, putain, il va falloir revenir en défense. Ouais. Et c'est un peu le cas parce qu'il tourne toujours à 30% à 3 points. Pour un excellent shooter comme lui, ça fait mal. Mais voilà, j'ai cité la moindre forme de Montrezl qui a baissé en efficacité. À voir, est-ce que c'est le rôle, est-ce que c'est l'absence de LeBron et AD? Comme je disais, est-ce que c'est le rôle du fait de l'arrivée de Drummond avec un temps de jeu qui est un peu plus fluctuant et des rotations à trouver? Voilà, en tout cas, Montrezl sur les 7-8 derniers matchs, c'est assez faible en termes d'efficacité, que ce soit au scoring ou oui, il devient un peu dans tous les secteurs il devient excessivement quelconque, quoi. C'est ça. Ouais, enfin, malgré tout, moi, à la décharge de Harrell, j'ai quand même l'impression qu'en termes d'énergie et en attaque et en termes d'implication, quand tu vois Drummond sortir et Harrell rentrer, c'est quand même pas la même chose, hein, franchement. Donc, et là, c'est pas vraiment pour encenser Harrell, mais même plutôt pour critiquer encore un petit peu Drummond, puisqu'on l'a pas fait encore aujourd'hui.
Franchement, moi, ce qui me plaît toujours chez Harrell, c'est vraiment cette hargne et cette agressivité et voilà, cette résilience, si tu veux. Et moi, donc, c'est pour ça que j'aurais pas pu le mettre dans mes flops, Harrell. C'est parce que d'un point de vue d'état d'esprit, ça me plaît énormément. Et ce que je vois des fois de Drummond, justement, en attaque, me dérange énormément dans l'implication, etc. Et voilà, c'est pour ça que moi, je serais peut-être moins critique sur Harrell. Ceci dit, vous avez raison, il est dans une mauvaise... Il est pas dans une très, très bonne passe. Non. Alors que finalement, juste après la blessure de LeBron, je crois qu'il tournait à quasiment 20 points. Voilà, bon, il a baissé en termes d'intensité sur ce côté-là. Messieurs, je vous propose de passer au pronostic. Et je vous propose d'aller jusqu'à la fin de cette saison régulière. Ah, tu veux faire les grands d'un coup ? Il nous reste 14 matchs. Il nous reste 14 matchs. Comme ça nous fait aller jusqu'au play-off. Et on fera des previews une fois qu'on connaîtra nos adversaires ou qu'on sera au play-in. Si on est qualifié. Voilà, si on passe pas par un play-in et qu'on se fait pas sortir par une équipe, par Stephen Curry qui passe par là, qui met encore 45 points sur la truffe de tout le monde. Ouais. Bah allez, ok, ça me va. Allez, on est parti. Donc, les 2 prochains matchs, messieurs, c'est des déplacements à Dallas. Le premier. Défaite. Moi, je vais mettre win pour les 2 de Dallas. Moi, je vais mettre win. Ok, win pour les 2 de Dallas. Donc, Adrien, défaite. Moi, je me le note. Je vais mettre défaite sur le premier. Je vais mettre victoire sur le second. Ouais, pareil. Ok. Tout le monde a tablé sur un retour d'Anthony Davis, on est d'accord. Oui. C'est que ça, hein. C'est que ça qui me fait. Pardon, vous disiez, excusez-moi. On disait que tout le monde a tablé sur un retour d'Anthony Davis pour le deuxième match, quoi. Oui, bah non, mais du coup, en fait, je pense que je vais mettre défaite pour le premier. Sur le premier ? Ouais. Ok, je modifie. Ouais. Ok, et ensuite on enchaîne les déplacements, on va à Orlando. Victoire. Attention, Gary Harris s'est réveillé. Ouais, victoire. Victoire aussi. C'est Orlando, doucement les frères. Schumacher. Messieurs, déplacement à Washington ensuite. Victoire. Bah tu vois, moi j'hésite parce que t'as un Westbrook qui veut absolument emmener son équipe au moins en play-in, quoi. Donc. Alors doublement victoire. Je vais mettre victoire aussi. Non, je déconne. Non, je respecte Westbrook. Je fais pas partie des personnes qui pensent que son avenir est en Chine. Nas, est-ce que tu mets victoire ou défaite du coup, Washington ? Victoire. Victoire, ok. On revient à Los Angeles pour enchaîner quelques matchs face à Sacramento. Victoire. Je peux pas dire autrement que victoire. Ouais, victoire. Ça fait trop de victoires quand même là. On serait sur 4 victoires d'affilée. Ouais, mais après tu tapes sur un retour d'Anthony Davis, ça te relance une dynamique. Hein. C'est ça aussi. Ouais. Et puis d'ici là, l'ongle d'Andre Drummond aura repoussé. Ouais. Ah, ça oui, pardon. Donc là, il sera vraiment dominant. Donc c'est pas illogique. La réception de Toronto derrière. Victoire. Ah ouais, quand même, Toronto, ouais. Ouais, Toronto, victoire, ouais. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Hein. C'est fou quand même notre optimisme chez Lakers France. C'est trop là. Mais c'est-à-dire que là, on enchaîne des matchs un peu plus faciles du coup par rapport à ce qu'on a eu avant et ce qu'on aura peut-être après. Oui. Et là, on attaque un petit match un peu plus compliqué. Réception de Denver. Ouais, défaite. Ah, mais il n'y a pas Murray quand même. Non, il n'y a pas Murray, mais ils sont pas dégueux, hein, les salauds, même sans Murray. Hein. Non, la question, c'est quand est-ce que LeBron va revenir. Ouais, c'est ça. Je suis en train de me dire la même chose. C'est vraiment ça. Là, il est en train de remettre un pied sur le terrain, donc. Je pars sur une victoire. Hein. Victoire aussi, oui. Je vais finir la saison, on aura fait 13-1. Déplacement, entre guillemets, à Los Angeles pour affronter les Clippers. Ouais, défaite. Adrien, t'as dit victoire pour Denver ? Oui. Ok, très bien, je change. Déplacement chez les Blazers. Victoire, franchement, serein. Portland quand même. Ouais, si elle est LeBron, victoire. Je mets la même. Attention, réception de Phoenix. Ouais, défaite, ouais. C'est vraiment la parole. Ouais. Je vais mettre défaite aussi parce que sinon, on va dire que je suis d'un optimisme exacerbé. Réception des Knicks. Ah, victoire. Dire que là, les Knicks sont dans une position où ils doivent pas perdre de match. Hein. Là, sur la toute fin de la saison. Ils vont arriver avec la dalle, quoi. Mais tu vois, on perd de combien ? De 10 points chez eux ? Ouais, c'est ça. Et on est quand même, tu vois, il y a des moments où tu peux dire que tu peux revenir et on joue pas bien du tout et il nous manque les 2 zigotos, donc non, arrête. Ouais, victoire, ouais. Ça s'entend. Victoire pour moi aussi, contre les Knicks. Allez, réception des Rockets. Victoire pour moi. Bah, victoire, ouais. Déplacement à Indiana. Ouais, les derniers matchs où on s'en bat les couilles, où l'équipe s'en bat les couilles. C'est pareil, on va tomber sur justement 2 équipes qui auront encore des choses à jouer normalement, qui espéreront une place en play-in, à savoir Indiana, et après ce sera un déplacement à la Nouvelle-Orléans. Ouais, moi je veux dire défaite contre Indiana. Défaite, Adrien. Victoire parce que je les vois pas en fait. Je pars sur une victoire, par contre je pars sur une défaite face aux Pelicans. Ok. En vrai, c'est vrai qu'Indiana, moi je devrais changer et mettre victoire parce que franchement, ils sont nuls à chier, quoi. Si t'arrives avec une équipe qui joue un semblant de basket, tu les bats, quoi. Tu vois, je sais pas.
Il me semble que Tu récupères. Miles Turner est absent encore pour un certain temps, je crois. Ils se mangent encore une disponibilité, donc je suis pas sûr qu'ils le récupèrent d'ici là, je sais pas. Je mets victoire toujours. Pelicans, vous mettez quoi? C'est chez eux ou chez nous? C'est Chez eux. Défaite. Ouais, défaite, ouais. Ok, Pour tout moi le monde aussi. part sur une défaite chez les Pelicans avec Jared Dudley à 35 minutes. Ouais, c'est Il ça. y a le Alfonso McKinney en triple-double. C'est ça. Ok, nickel. Bon, comme ça, on se revoit après les playoffs. On fait le bilan. Je pense qu'on est pitoyable sur toute la saison, mais c'est pas grave. Ah, le bilan des pronostics? Ah bah ouais. Non, c'est pour le bilan, justement, le bilan de la saison et, Oui. et la preview de la potentielle série si jamais on n'est pas en play-in. Ouais, sais ouais, pas. ouais. C'est pas fait. Hein. Très bien. Messieurs, est-ce que vous avez un mot de la fin? Non, franchement, vive le football libre, vive Marcelo Bielsa et Pep Guardiola. Puis voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Rien. Ouais, non, vivement que les Browns reviennent quand même. C'est Ouais. la seule chose que j'ai envie de dire. Vivement qu'ils reviennent. Ah oui, et pour les Français qui suivent un peu le Lakers Twitter américain, vive Vivian aussi, Viviane. Un petit mot pour il ou elle, je sais pas vraiment ce que je dois dire, mais ouais, en espérant, putain, bref. Aïe. Aïe. Histoire sombre, hein. Histoire sombre. Histoire très très sombre, très très sombre. Allez, messieurs, on se retrouve pour un prochain numéro juste Yes. avant les playoffs. Allez. Inch'Allah. Yes, bye bye, à plus tout le monde. À la prochaine.